On part. Bienvenue. Ce soir, nous allons parler du mouvement indépendantiste en Écosse. Et comme vous le savez, je me sers à toute fin pratique jamais de mes notes, j'aime pas ça. Mais je voudrais commencer par une citation de Sean Connery. Puis je suis obligé de la... Je l'ai transcrite parce que ce qu'il dit est tout à fait, non pas contraire, mais extrêmement différent de ce que l'on dit ici. Donc, mais je trouve ça d'une véracité totale. Qui est Sean? C'est une connerie. James Bond, né en 1920, qui a épousé une Française et qui est très attaché à son pays, à son peuple, et qui est un des, je dirais, un des témoins du Scottish National Party depuis les tout débuts, non pas du parti, parce que le parti aura 75 ans l'an prochain, il a été fondé en 1934, mais ça fait déjà plusieurs années. Je pense qu'on doit dire Sean Connery, nous autres on le dit à la française. Vous savez, on ne fait pas d'erreur quand on prononce des langues étrangères à la façon de notre langue maternelle. Quand on ne dit pas London, on dit Londres. Donc en français, je dis Sean Connery. Voici ce qu'il dit. L'Écosse doit redevenir une nation indépendante. Déjà pour nous, c'est frissonnant. Redevenir, comme la loi 101 ici. Ce n'est pas une loi pour franciser le Québec, mais pour refranciser le Québec. Donc, l'Écosse doit redevenir une nation indépendante, non pas parce qu'elle est différente. Ça m'a fait tiquer tout de suite. Nous autres, on dit, nous sommes différents. Société distincte, nous sommes différents. Marquez la nuance, là. L'Écosse doit redevenir une nation indépendante, non pas parce qu'elle est différente, mais uniquement parce qu'elle est semblable à n'importe quel autre petit pays riche d'Europe. Ça m'a rappelé Pierre Bourgault. Je ne veux pas être une province comme les autres, on veut être un pays comme les autres. Donc, je répète, parce que je trouve que c'est une très belle phrase. L'Écosse doit redevenir une nation indépendante, non pas parce qu'elle est différente, juste parce qu'elle est semblable à n'importe quel autre petit pays riche d'Europe. Citation de Sean Connery. Ça m'a rappelé aussi Lionel Groulx. Ici, on est en Amérique, hein, donc petit, on a de la misère avec ça. Il faut que ce soit gros. Hein. Donc, quand Lionel Groulx disait « notre petit peuple », on a arrêté, après 1970, de parler du petit peuple. On trouvait que c'était un peu péjoratif. Mais ça ne l'est pas. Hein. Les petites et moyennes nations à travers le monde sont nombreuses et quelques-unes sont riches. Un homme intelligent, n'importe quel pays riche d'Europe. L'Écosse, c'est riche. Le Québec, c'est riche aussi. Le Québec serait la 9e ou la 10e puissance mondiale sur le plan monétaire. Je ne parle pas en termes de territoire. Là, on dépasse à peu près la très grande majorité de la Terre. Donc, ce soir, nous allons continuer cette incursion chez d'autres peuples du Commonwealth. On ne s'intéressait pas beaucoup à ça. C'est tout récent. Hein? C'est tout récent. Nous, les indépendantistes québécois, on avait certains préjugés contre le Commonwealth, d'une certaine façon. Hein? Donc, et moi, je vous ai dit la semaine dernière, et je tiens à le répéter, il vaut mieux se répéter que se contredire, c'est Jacques Parizeau qui m'a éveillé à cette... quand il a dit « nous pourrions garder le passeport canadien », ça, je n'aimais pas trop ça, mais il dit « on va chercher tous les votes qu'on peut à la fin ». Et on pourrait rester membre du Commonwealth. Et j'avais jamais pensé à ça un seul instant, mais plus on réfléchit, plus on se rend compte qu'il y a là, en tout cas, certaines leçons à tirer. Et ce soir, avec l'Écosse, donc, nous allons connaître un autre peuple qui est en marche pour redécouvrir son indépendance, parce que c'est un peuple qui a déjà connu l'indépendance, et il y a un mouvement là-bas, on va tenter de le situer dans l'histoire. Ils ont fait des gains importants, et ils ont des défis qui ressemblent aux nôtres. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. J'avais fait une liste de petits points similaires entre le Québec et l'Écosse. D'abord, la situation géographique, nous sommes des peuples du Nord. L'Écosse, comme le Québec, sa partie la plus nordique est moins habitée que le Sud. Le Québec est encore moins habité
le nord du Québec est moins habité que peut-être le nord de l'Écosse, mais il y a quand même une différence entre le nord et le sud, et le Québec aussi. Au nord, le Québec est peu habité. Nous sommes surtout installés, j'allais dire le long de la frontière américaine, mais on va dire près du fleuve. Donc c'est le nord du continent. C'est un peuple autour de un peu plus de 5 millions d'habitants. Nous sommes 6 millions. Donc 7 millions maintenant. 7 millions et demi, même, moi je suis ça d'assez proche, là. 7 millions et demi, on devrait même dire 7 700 000 si on tient compte, si on tenait un décompte quotidien des affaires. Un peuple très attaché à sa culture, même si au niveau de la langue, l'assimilation est presque totale. 98% de la population écossaise a la langue anglaise comme langue maternelle. Mais ça nous fait quand même découvrir que même si au plan linguistique, un peuple est assimilé, pour prendre un concept que l'on connaît mieux, la volonté d'autonomie, la volonté nationaliste, au sens américain du terme, quand je dis américain, là, je veux dire, c'est pas le nationalisme comme on l'a connu en Europe dans les années 30, les années 40, c'est un nationalisme de décolonisation. Rappelez-vous nos conférences sur les pays de la décolonisation. Donc c'est un nationalisme de décolonisation. Ce n'est pas un nationalisme expansionniste. Ici, sans doute un peu comme la Grande-Bretagne, comme l'Angleterre, mais ici c'est le Canada qui est contaminé d'un nationaliste expansionniste. Quand on nous dit le Canada ne serait pas le même sans le Québec, nous, on ne dit pas que le Québec, non, on ne se surestime pas, on n'a pas d'ambition expansionniste d'aucune façon. Donc ce n'est pas un nationalisme au sens européen du terme, c'est un nationalisme de décolonisation. Donc malgré le fait que l'assimilation linguistique est presque totale, malgré une certaine renaissance, d'abord, donc 98% ont comme langue maternelle l'anglais. Il y a aussi 2 langues que la Commission européenne reconnaît comme des langues régionales. Ce qu'on appelle le scots et l'écossais, ou le gaélique écossais, qui se parlent dans 2 régions différentes. La signalisation routière est bilingue à l'occasion, où la langue nationale, ou l'une des langues nationales peut apparaître également. Il y a donc une prise de conscience culturelle très enracinée en Écosse. On ne dit pas à un Écossais qui est un Anglais. Une erreur qu'on a faite pendant des siècles ici. Nous, Anglais, Écossais, Irlandais, Pays de Galles, pour nous autres, c'était tous des Anglais. Mais plus nos connaissances avancent, plus nous évoluons nous-mêmes, plus on se rend compte qu'il y a de grandes distinctions. Un Écossais n'est pas un Anglais, puis un Irlandais n'est pas un Anglais non plus. Mais ici, il faut dire que dans le contexte qui est le nôtre, beaucoup des Écossais, anglophones naturellement, qui sont installés au Canada et au Québec, naturellement sont devenus les alliés des Anglais contre nous. Donc nous avons... il y a la question religieuse également qui fait en sorte que, parce que les Écossais sont généralement des presbytériens, ici nous étions plutôt catholiques, mais tout cela n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Donc l'attachement de l'Écosse à sa culture, sa volonté d'affirmation, son aspiration à une plus grande autonomie, à une plus grande liberté, sont des thèmes qui rejoignent les Québécois. Et on ne peut que souhaiter que des rapprochements se fassent. Déjà, des liens existent entre le Scottish National Party et le Parti québécois. J'espère que ces liens iront en s'amplifiant. Et je crois même que, vous allez voir, en regardant l'histoire de l'Écosse, là, eux autres aussi ils ont eu un acte d'union. Donc les Anglais sont pratiqués de l'autre côté avant d'appliquer ça ici. Vous allez voir, c'est étonnant la ressemblance. Une grande différence, c'est au niveau du vote. Le système électoral n'est pas le même. Ici, nous avons le système anglais, uninominal à un tour, celui qui a le plus de votes l'emporte, alors que là-bas, il y a maintenant le système plurinominal, à un tour, mais plurinominal. Madame, on a la chance de voir une Écossaise parmi nous ce soir, que je salue,
qui vient directement d'Écosse, qui est étudiante ici au Québec, qui va retourner chez elle. Et j'espère qu'elle rapportera un bon souvenir et qu'elle saluera les Écossais et qu'elle les assure de notre soutien le plus total. Et que le Québec et l'Écosse sont en compétition, lequel deviendra le premier indépendant. Nous sommes dans eux ont un référendum annoncé pour 2010. Nous, les dates sont parties, mais là-bas, il est annoncé pour 2010 parce que c'est le Scottish National Party qui est au pouvoir. Il forme un gouvernement minoritaire actuellement. Mais il y a d'autres formations indépendantistes. Là aussi, il y a des ressemblances. Il y a un parti socialiste plus à gauche qui va quand même chercher, je pense, 6-8% du vote. Puis il y en a un autre dont j'oublie le nom. Il y en a un troisième. Il y a le Parti vert, il y a le Parti Solidarity qui est une scission du Parti socialiste. Puis qui d'autre est indépendantiste? Il y a un petit Independence Party qui est tout petit, mais qui fait penser au Parti indépendantiste québécois. Ah mais oui. c'est les principaux. Donc, il y a beaucoup de ressemblances. Naturellement, c'est un vieux peuple. Écoutez, c'est parmi les vieux peuples de l'Europe. On a la plus jeune avec nous. On trouve des... Bon, ça a toujours été habité, naturellement. Cependant, lorsqu'on fait l'histoire, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la Finlande, de la Norvège, de la Lituanie, de la Lettonie, de l'Irlande, eh bien, c'est un peu pareil en Écosse, c'est-à-dire que l'Écosse était excentrique, si on peut dire. Dans les encyclopédies, ils disent excentrique. Ça, j'aime pas ça. J'aime mieux dire excentrique au vrai sens du terme, c'est-à-dire, étant donné l'éloignement du pays, l'invasion romaine ne les a pas atteints. Même il y a un empereur romain, Adrien, qui va faire construire un mur, comme la muraille de Chine. Il y en aura deux, en fait. Un plus au nord, puis un plus ailleurs. Et pour couper l'Écosse de l'Angleterre, qui, elle, a été envahie, bien sûr, en 55, en l'année 55 de notre ère, et le mur va se construire vers autour de 120. C'était trop loin, on ne voulait pas s'aventurer là-bas. En réalité, les vrais Astérix, c'est en Écosse qu'on pourrait les trouver, et non pas dans la Gaule. Si on regarde ça de près, là, c'était vraiment des Astérix, en ce sens qu'ils ont résisté à la romanisation, si on peut dire. Donc, plusieurs peuples se sont constitués au fil des ans. Il y avait les Vikings qui venaient au 9e, 10e et 11e siècle. Les Vikings de Norvège vont également s'installer sur le territoire de l'Écosse actuelle. Ceux qu'on appelle les Scots, je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais les Scots, hein, on dit que ce sont des Celtes venus d'Irlande, qu'on appelle les Scots. Il y a les Pictis, les Vikings, les Bretons, les Angles et les Celtes. Rappelez-vous les Angles, hein? Les Angles sont des Allemands, ça. Les Anglo-Saxons. La Saxe aussi, c'est allemand. Donc les Angles, rappelez-vous pourquoi ils s'appellent les Angles? C'est un pape, hein, lorsqu'il y avait, on les appelait les barbares autrefois, lorsqu'il y avait des batailles. À un moment donné, on a emmené des Angles dans un marché aux esclaves à Rome. Puis un des papes qui se promenait, un des papes, il n'y en a qu'un à la fois, le pape de l'époque se promenait parmi les esclaves, puis à un moment donné, il dit à celui qui l'accompagne, qui sont ces gens? C'était des blonds aux yeux bleus. Puis habituellement, là, la Méditerranée et tout, c'est plutôt des cheveux un peu plus foncés, et ainsi de suite. Donc le pape dit, qui sont ces esclaves-là qui sont à vendre? Puis on lui a dit, ce sont des Germains, des Allemands. Et il dit, ce sont des anges. Anglo-saxon, angle. Donc le nom d'angle vient d'un pape qui a ainsi pris pour des anges ces blonds aux yeux bleus qui étaient à vendre sur le marché des esclaves à Rome. Vous avez-tu acheté? Il a dû en acheter quelques-uns, on trouve dans les... Oui, esclave étant un générique confondant les... ça dépend des papes. Il y en a que ça pourrait être quelques-uns, donc quelques-unes. Ça dépend des saintetés. Et surtout à cette époque.
Donc c'est ça, plusieurs peuples, plusieurs royaumes se sont même constitués en Écosse au fil des siècles. Et ils avaient des rois, mais il y avait un roi plus haut que les autres. On l'appelait le haut roi. Les autres lui devaient comme une suzeraineté, c'est-à-dire une espèce d'obédience, de reconnaissance. Et avec l'arrivée des Vikings, ça c'est un peu plus tard, et c'est une terre qui va être christianisée relativement tôt, si on compare ça aux pays baltes qu'on a vus, qui ont été les dernières terres à être christianisées d'Europe. En Écosse, dès le 6e siècle, Saint-Colomban. Ici, n'importe quel saint pour notre amie écossaise, là, il y a un village au Québec qui porte le nom de tous les saints. Il y a même des saints qui n'existent pas. Saint-Agricole, tu peux le savoir. Saint-Ours. Ça doit exister. Mais Saint-Colomban, c'est celui qui a un peu christianisé, dans une certaine mesure, l'Écosse, pour s'installer avec un modèle faible, et ainsi de suite. Il y a un petit village dans les Basses-Laurentides qui porte ce nom-là, près de Mirabel, là. Et donc là, ça c'est au 6e siècle. Et dès le 9e siècle, parce qu'on ne peut pas y aller siècle par siècle, il y en a trop, dès le 9e siècle, l'Écosse va s'organiser. En ce sens que, si on regarde le royaume d'Écosse peut commencer en 843 jusqu'en 1707. 1000 ans. 1000 ans de royauté, 1000 ans Il n'y a pas de souveraineté, le mot serait un anachronisme à cette époque-là, on ne peut pas parler de souveraineté, on va le voir tout à l'heure, parce que les rois d'Écosse vont devenir rois d'Angleterre, et l'Écosse va continuer à être indépendante tout en partageant le même roi avec l'Angleterre. Ça, on peut le comprendre, le Canada, c'est comme ça. Le chef de l'État canadien, c'est officiellement la reine d'Angleterre, ou la couronne d'Angleterre, la couronne britannique, mais quand elle partira sur son fils, on ne sait jamais maintenant comment ça se passe. Et donc, toujours est-il que dès 843, le royaume d'Écosse existe, l'Écosse, le mot nation n'existe pas encore à cette époque-là. Mais il y a et d'ailleurs, un parlement, entre guillemets, très tôt, va aussi apparaître. Le Parlement qui a été restauré là, il y a une dizaine d'années en Écosse, eh bien, il a commencé à avoir du parlementarisme, entre guillemets, sous différentes formes, mais dès le 10e, le 11e, le 12e siècle, le 10e siècle, il y a un Parlement écossais qui prend une forme différente, mais les gens se rassemblent, des espèces de délégués. Il y a toujours eu à l'intérieur du Parlement écossais 3 États, ça nous fait penser aux États généraux du côté des Français. Donc 3 États, les évêques, les abbés. Les abbés, c'est pas les vicaires, c'est les supérieurs d'abbaye, qui ont conservé jusqu'à maintenant, d'ailleurs ici dans le monde catholique, tout au moins, les caractéristiques d'un évêque. Vous savez, quand on voit un abbé, il y a la crosse, il y a la mitre, il y a l'anneau. C'est parce que sur le territoire de l'abbaye, il a les mêmes privilèges qu'un évêque dans son diocèse. Donc, et à cette époque-là, les abbés, vous savez, c'était plus, comment dirais-je, on appelle ça des prébats. C'était très payant, là, être abbé. En France, ça va être pareil, en Allemagne, en Hollande, en Belgique. Il y a même des abbés de monastères qui n'ont jamais mis le pied dans leur monastère. On les nommait abbés d'un monastère, comme on nomme aujourd'hui quelqu'un évêque, puis il y avait un revenu important, parce que les monastères avaient, comme justement un film de Sean Connery, là, où on voit Au nom de la rose, là. Bon, bien sûr, là, si vous visitez l'abbaye de Cluny en Bourgogne, qui est tout près de Citeaux, vous allez voir, c'était des grandes villes, hein, ils frappaient monnaie, les abbayes, ils brassaient de la bière. Il y a même des bières encore, les Trappist beer qu'on appelle dans le nord de l'Europe, il y en a à peu près 7-8, il y a beaucoup de bières d'abbaye, 500-600, mais des Trappist beer, il y en a à peu près 6-7 officiellement reconnus, comme Orval et ainsi de suite. Donc les abbés, à l'intérieur des monastères, ou sur le territoire des monastères, avaient de grands privilèges. L'abbé Grégoire, en France, le révolutionnaire, celui qui va faire la première enquête socio-linguistique du monde,
puis qui va dire vers 1790 à peu près qu'il va faire le tour de la France, puis il va revenir à l'Assemblée nationale française, puis il va dire, écoutez, il y a un problème en France, personne ne parle français. Ça leur prendra 140 ans à régler ça. Ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale que le français va devenir la langue de France. C'est pour ça que lorsque nos ancêtres sont venus ici, je le répète souvent parce que c'est important, lorsqu'on fonde la Nouvelle-France, ils ne parlent pas français, nos ancêtres. Sauf les membres du clergé, les filles du roi, les nobles et les officiers militaires. Ça, ils connaissent le français, qui est le parler de l'île de France, mais en France, on parle 300-400. Les gens sont péjoratifs lorsqu'ils disent patois. Pour un sociolinguiste, ça n'existe pas, des patois. Toutes les langues se valent, qu'elles soient écrites seulement, qu'elles soient parlées seulement, qu'il y ait une littérature écrite ou pas, toutes les langues se valent. Chaque fois qu'il y a un son qui porte du sens, il y a une langue. C'est ça une langue, hein? C'est du bruit qui porte du sens. C'est arbitraire. Table aurait pu s'appeler cochon. Donc c'est une convention, la langue. Et la langue préexiste et survit à l'individu. Ça, quand on parle de liberté avec la langue, j'ai jamais cru à ça. Moi, ça, quand on dit de la liberté, il y en a, ça n'existe pas. Je n'ai pas choisi ma langue. On me l'a imposée. Et j'ai envie de dire, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais j'insiste, plus je réfléchis. J'ai fait 3 scolarités de doctorat sur la définition de la langue. La langue, notre langue nous est imposée brutalement. Dis papa, avec la cuillère, là. Dis papa. Quand tu auras dit papa, tu mangeras. Padre de liberté. Non, peut-être pas vous, mais j'espère seul. Mais disons peut-être pas toujours dans les mêmes termes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne choisit pas sa langue. On nous l'impose. Ça nous est imposé. C'est un instrument. C'est un outil. Donc, en Écosse, il y avait également beaucoup de variétés linguistiques. Donc, le royaume s'organise, les peuples je ne dirais pas se confédéralisent, mais se coalisent, vont résister à beaucoup d'invasions. Nous, on a connu des invasions américaines 3 fois, je pense. Mais je compte les Féniennes, mais c'est vrai que ce n'étaient pas des Américains, c'était des Irlandais, mais 2 fois officiellement, une fois au 18e, une fois au 19e. Donc, c'est à peu près les seules invasions qu'on a vraiment connues, alors que là-bas, ça a été des siècles de batailles, généralement, d'ailleurs, contre l'Angleterre. L'Écosse, dans une de ces batailles avec l'Angleterre, il y a des grands héros là-bas. Nous, nos héros indépendantistes, le plus loin qu'on va aller, puis il faut quasiment se forcer, on va trouver les patriotes, avec Papineau, Delormier, Chénier. Si on fouille un peu plus, on va trouver au 18e siècle, autour de M. de Lobinière, qui écrivent au roi Georges III, si vous voulez qu'on suive vos lois, arrangez-vous pour qu'on les comprenne. C'est une façon de dire installer le français dès 1770, mais de volonté indépendantiste, de déclaration indépendante. Écoutez, l'Écosse est reconnue comme une nation indépendante, je ne vais pas me tromper de date, en 1329, lors du traité de Northampton, entre l'Angleterre et les chefs écossais, et là, l'Angleterre reconnaît l'indépendance de l'Écosse. Ça n'empêchera pas l'Angleterre de tout faire pour nuire à cette indépendance, puis comment dirais-je, profiter de l'Écosse. Donc l'Écosse, dès le 14e siècle, existe comme nation indépendante. C'est pour ça que Sean Connery parle. L'Écosse doit redevenir une nation indépendante, parce qu'elle l'a été. C'était une indépendance de l'époque, c'était pas une indépendance comme on l'entend aujourd'hui. Il y avait un parlement, c'était pas un parlement comme on le connaît aujourd'hui. Il y avait donc les 3 États à l'intérieur du parlement. Donc il y avait les abbés et les évêques. Il y avait les propriétaires terriens. Puis on se tromperait parce que nous autres, quand on parle des 3 États, c'est la noblesse, le clergé, les bourgeois, les hommes d'affaires, si on peut dire, les commerçants. Eux, c'est le clergé, les propriétaires terriens et ce qu'on appelle les représentants des bourgs,
qui écrivent ça, B-U-R-G-H-S, je pense. Oui, c'est plutôt, ouais, c'est comme des maires, là, mais c'est ça, des représentants. Et avec les années, selon les époques, ces parlements-là auront plus ou moins d'influence. Donc, c'est un pays nordique. Ce n'est pas une plaine, mais il n'y a pas d'Alpes, il n'y a pas de Pyrénées. Il y a quelques montagnes, quelques-unes 400-600 mètres, je crois, mais il n'y a pas d'équivalent de grandes chaînes de montagnes comme on peut en trouver en Europe continentale. Il y a des lochs. Vous savez, pas le monstre, oui, le monstre du Loch Ness. Un loch, c'est un lac d'eau douce. Il y a beaucoup, il y en a des centaines et des centaines, comme des îles d'ailleurs. Il y a beaucoup d'îles. D'ailleurs, beaucoup de guerres qui auront lieu avec le Danemark, par exemple, jusqu'à ce qu'un roi d'Écosse épouse une membre de la famille Marguerite, je crois, du Danemark, qui épouse une membre de la famille royale du Danemark, et que là, les guerres ont comme arrêté. Je pense que c'était pour les hybrides, comme la Calédonie, ce sont des termes qui viennent d'Écosse. Les nouvelles hybrides de Nouvelle-Calédonie. Ici, il y aura eu la Nouvelle-Amsterdam, la Nouvelle-Hollande, la Nouvelle-Suède, la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est en Amérique du Nord. Alors qu'en Océanie, où beaucoup de Québécois œuvrent d'ailleurs, sur le plan, je parle des missionnaires, si on faisait l'histoire des missions du Québec dans le monde, on serait étonné des centaines et des milliers d'ambassadeurs qu'on a envoyés depuis 150 ans, presque sur tous les continents. Certains ont fondé des universités et ainsi de suite. Donc l'Écosse, dès le 15e siècle, aura 4 universités. St. Andrews, Aberdeen, Glasgow, il m'en manque une. Édimbourg, peut-être? Il m'en manque une. Oui, il y en avait 4 fondées, 1493, 1400. St. Andrews, Glasgow, Aberdeen et Édimbourg, voilà. La capitale va changer. C'est pas toujours la même, ça dépend des époques, mais déjà l'éducation est une préoccupation. C'est pour ça que cet attachement culturel, nous, ça prendra, écoutez, je ne peux pas me tromper, là, 250 ans avant qu'on ait l'université. L'université Laval doit, je ne sais pas par cœur, mais doit dater du milieu du 19e siècle. Et oui, il y a eu certains cours à Montréal, mais ça n'a pas duré. C'était l'Université Laval à Montréal. Elle s'appelait comme ça. C'était l'Université de Montréal, mais ça s'appelait l'Université Laval de Montréal, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'université à Montréal. Toutes les chartes d'éducation étaient ainsi faites ici qu'elles étaient accordées au clergé par territoire. C'était une grande bataille, d'ailleurs, d'avoir une université typiquement montréalaise. Mais là-bas, en Écosse, dès le 16e siècle, 4 universités. Des Écossais, je vois un peu en vrac, là, des Écossais très, très célèbres. Hein, le père du libéralisme économique, Adam Smith. Là, je vais laisser la place 5 minutes au professeur de philosophie que je suis. C'est un penseur important, Adam Smith. C'est un homme mais qui est mal interprété très souvent, parce que bon, il y a son fameux livre, La richesse des nations, puis on voit là les préoccupations quand même de l'Écossais, en ce sens que l'enrichissement de la nation est quelque chose d'important. Eh bien, lui, il va dire que c'est par le commerce, les échanges, le libre-échange, les marchés, que les peuples vont s'enrichir, les nations vont s'enrichir. Mais le même Adam Smith dit, et il a écrit un livre formidable d'ailleurs, La théorie des sentiments, une grosse brique, que j'ai enseigné dans les cours de morale. Mais ce sur quoi je veux surtout insister, c'est qu'il dit, Adam Smith, dans La richesse des nations, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, c'est très important. Confiez-leur tout ce que vous voulez, mais jamais en politique. Adam Smith dit, les gens d'affaires sont incapables de considérer autre chose que leur propre intérêt. Il y a une finesse de psychologie extrêmement développée. Et parmi les plus connus, bon, nous, on s'en est jamais vanté. Le Canada se targue de Graham Bell, le fondateur du téléphone. C'est un Écossais. Le Canada se targue
d'Alexander Fleming qui découvre la pénicilline, c'est un Écossais. De grandes figures, hein, d'un peuple qui a contribué grandement à l'avancement de l'humanité. La pénicilline, vous savez, c'est pas le temps d'en parler ce soir, là, mais ça va apparaître lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça va sauver. S'il y avait eu la pénicilline lors de la Première Guerre mondiale, il y aurait peut-être eu 5, 6, 8, 10 millions de morts de moins. Oui. Il faut aussi dire qu'il y a un lien entre Adam Smith et le colonialisme. Il dit que il écrit une de ses œuvres à l'époque où les États-Unis veulent faire l'indépendance, sont en train de se rendre l'indépendance, puis il dit que finalement c'est le mercantilisme qui apporte ce besoin d'aller opprimer des peuples, aller leur prendre toute leur possession, les richesses, leurs ressources. Il dit qu'avec le libre marché, c'est plus nécessaire d'aller faire ça. Et puis que ce sera plus les importateurs, exportateurs qui vont avoir qui vont garder l'argent, que ça va être, tout le monde va pouvoir en profiter. Alors il y a un lien direct entre le refus du colonialisme et puis Adam Smith l'avait passé. Ah, c'est bien, très bien ça. Parlez-moi pas parce qu'il y a une caméra. Est-ce que dans Smith, est-ce qu'il avait une direction comme Montesquieu, une libéraliste? Dans une certaine mesure, oui. Ce sont des penseurs du siècle des Lumières, hein, vous savez, sur lequel on a beaucoup insisté, c'est-à-dire que lorsque la raison remplace l'autorité, ou pour être plus exact, où l'autorité change de forme. L'autorité devient la raison. C'est rationnel, donc c'est vrai. Un peu plus tard, c'est scientifique, donc on change d'étalon, à peu près à 3 siècles et demi, 2 siècles. C'est rationnel, donc c'est vrai. La raison ne peut se tromper, mais elle peut ne pas se tromper, si elle le veut. Kant disait ça, un bon esprit, une bonne raison saura choisir le bien, le mal, saura faire les bons choix, et ainsi de suite. Ensuite, ils vont dire c'est scientifique. Ça, nous autres, ça nous est resté. Même si c'est dépassé, c'est tout à fait dépassé. C'est pas parce que c'est scientifique que ça se trompe pas, mais on n'a qu'à dire ça, c'est scientifique. Avant, ben, il disait, c'est la volonté de Dieu, ou c'est la volonté du roi. Donc, c'est l'autorité qui change. Donc, quand le siècle des Lumières, auquel Adam Smith participe de façon gigantesque, ce siècle des Lumières qui va ouvrir la porte aux droits des peuples, d'ailleurs. Vous savez, le mot souveraineté, il vient de souverain. C'est pour ça que j'aime mieux le mot indépendance. Parce que souveraineté, c'est un héritage de la monarchie. Ce sont les révolutionnaires français, les premiers qui vont... D'ailleurs, mon ami Daniel Turp a fait une thèse de doctorat sur le droit des peuples. Eh bien, le concept de souveraineté est un héritage de la monarchie. Les révolutionnaires français, lorsqu'ils font leur fameuse charte, ils parlent de la souveraineté du peuple. Eh bien, on prend ça au roi, puis on la donne au peuple. Alors que le mot indépendance, c'est plus politique. Souveraineté, c'est très bon, là. C'est un terme juridique. C'est un terme de science politique qui est tout à fait exact. Il dit très bien ce qu'il veut dire. Indépendance est un terme plus politique et plus moderne, dans un certain sens, puisqu'il est issu également de ce siècle des Lumières. La question religieuse va venir compliquer les affaires en Écosse. Pas juste en Écosse, mais ce soir on s'intéresse à l'Écosse, ici aussi, mais particulièrement là-bas. À un moment donné, bon, il y aura ce qu'on appelle la réforme, le protestantisme, et les rois d'Angleterre vont abandonner, vont abjurer la foi catholique. Et il va devenir très important pour les Anglais que leur monarque, que leur roi, ne soit plus catholique. L'Écosse va aussi passer du côté de l'Église presbytérienne et ainsi de suite, mais il y aura en Écosse une longue tradition catholique. Au niveau des rois, pendant que j'y pense, parce que je veux suivre la chronologie, je ne vais pas oublier, vous savez que les Écossais, jusqu'en 1903, les Écossais et les Français pouvaient partager la même souveraineté, la même nationalité, l'Old Alliance. La France, en 1903, l'a arrêté, et les historiens nous disent que l'Écosse n'a jamais aboli ça. Ça se comprend parce qu'elle n'a plus de Parlement depuis un certain temps, donc il ne peut pas prendre une décision, il ne peut pas abolir cette décision-là. Mais de 1295 à 1903, un Écossais pouvait revendiquer la nationalité française et un Français pouvait revendiquer la nationalité écossaise.
dis, en 1903, c'est aboli en France, ça n'a jamais été aboli encore en Écosse. C'est intéressant parce que je pensais, vous savez, dans l'histoire du Québec moderne, là, lorsqu'on a eu des felkistes qui se sont expatriés, certains avaient tenté d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon pour demander la nationalité française qui leur avait été refusée d'ailleurs. Ben, j'ai dit, mon Dieu, on ne pensait pas personne à l'Écosse. C'est arrivé, mais l'Écosse n'est pas indépendante. Il y a eu l'acte d'union sur lequel nous reviendrons. Mais je voudrais parler de cette alliance. Il y a une intimité profonde entre la France et l'Écosse. Ce qui n'a pas contribué à ce que les Anglais adorent l'Écosse plus qu'il n'en faut. Puisque là, vous savez, c'est pas... quand on cherche ici l'espèce de phobie d'un French Power au Canada, vous savez, c'est maladif, hein, je veux dire, on lit ça là, dès le 18e, puis le 19e, puis le 20e, puis encore aujourd'hui. Il y a une phobie chez les Anglais du Canada. Quand je dis chez les Anglais, de façon généralisée, vous comprenez, parce que les forums, les fonds, ils ne sont pas tous de même, je le sais bien, je ne suis pas un imbécile. C'est une façon de parler sur le plan culturel ou politique, si on peut dire. Il y a toujours une phobie à ce que les Canadiens français et le Québec mènent le Canada. Eh bien, cette phobie, cette haine, cette francophobie, c'est le bon terme, cette francophobie, elle s'enracine dans des siècles et des siècles qu'on commence en Europe, qu'on transporté ici sur le plan culturel. La phobie de l'Angleterre, c'est que la France aide l'Écosse, elle va le faire d'ailleurs, à quelques reprises, comme ils vont le faire pour l'Irlande. Rappelez-vous, en 1796, en 1797, en 1798, la France va envoyer des armées en Irlande pour aider les Irlandais contre l'Angleterre. Donc, l'Angleterre a cette phobie de ce que l'Écosse puisse faire alliance. Puis ils l'ont fait, je vous le dis, il y a une intimité entre l'Écosse et la France qui date du 13e siècle. Ce qui aura comme effet, vous savez, à un moment donné, il y a une reine d'Écosse, Marie Stuart, qui va marier le dauphin, qui deviendra François II. Elle va aller le rejoindre en France, elle va le marier, il va mourir, elle sera reine de France, reine d'Écosse, elle revient, elle abdique en faveur de son fils, elle s'en va en Angleterre 19 ans, il la juge, puis il coupe la tête. Les Stuarts auront été quand même longtemps à la tête de l'Écosse, bien sûr. Mais l'obsession des Anglais, c'est qu'ils n'en voulaient pas. C'est pour ça qu'à la mort de la reine Anne, 1714, j'ai trouvé 2 livres où ils disent 1702. En tout cas, je crois que c'est 1714. En 1714, et là, ça rejoint un peu l'histoire contemporaine, les Anglais, pour ne pas prendre quelqu'un qui aurait pu, non pas uniquement être catholique, mais qui aurait pu être ouvert aux autres religions, qui aurait pu être sensible à la tolérance religieuse. N'oubliez pas qu'aller à la messe était passible de la peine de mort. C'est pas drôle, là. Donc, et le dernier roi meurt, il n'y a pas d'enfant, et au lieu de prendre quelqu'un qui aurait pu, parce que le roi d'Écosse et le roi d'Angleterre vont être la même personne à un moment donné. Il y aura une union personnelle entre l'Angleterre et l'Écosse au niveau du roi. Mais les deux nations demeurent indépendantes, avec leurs institutions propres. Ça va leur prendre des siècles, mais ils vont réussir. Ils sont patients, les Anglais. Ils ont une patience, puis ils savent poser sur les damiers, là, ils avancent leurs pions un par un, puis ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, à un moment donné, ils vont même aller chercher un Allemand, un Tudor, indirectement, le roi Georges de Hanovre. Il y aura Georges I, Georges II, Georges III, Georges IV, dont le frère vivait ici à Québec, avec Mme Saint-Laurent. Il aurait eu 8-10 enfants. Après ça, il est obligé de retourner parce que son frère est monté sur le trône. Puis là, il fallait absolument qu'il regagne le territoire national parce qu'il se rapprochait, si on veut, dans les rangs de succession. C'est sévère, ça, ces choses-là. Mais là, les Anglais vont aller chercher un Allemand, le roi de Hanovre, qui ne parlait pas un mot anglais. Parce que je cherche toujours son nom, là. William et Henry. C'est William le plus vieux actuellement, là? Peu importe. En tout cas, le plus vieux des fils de Diana, c'est William. Lorsqu'il sera sur le trône, pas Charles,
lorsque William sera sur le trône, sera le premier monarque d'Angleterre à avoir du sang anglais. Depuis tous ces siècles-là. Parce que la reine-mère qui est morte, là, je vais dire à 140 ans, en tout cas non, à 100 quelques années, elle était descendante des rois d'Écosse. Elle avait une ascendance de monarchie écossaise. Ce ne sont pas des Anglais qui règnent sur l'Angleterre, ce sont des Allemands. Le nom de famille Windsor, ils l'ont changé lors de la Première Guerre mondiale. C'était Mountbatten. Ils l'ont changé lors de la Première Guerre mondiale, ils ont donné le nom de château, exprès parce que, écoutez, il est en guerre contre l'Allemagne. Ah, puis même, ça va durer longtemps, même dans les années 30, là, celui qui a abdiqué, là, il ne sait pas Hitler beaucoup, il doit avoir 8. Au contraire, même. Donc, les Écossais sont allés, pas les Écossais, les Anglais vont aller chercher un roi en Allemagne pour continuer la succession et faire en sorte que ce soit des protestants et jamais des catholiques, parce que pour eux, ce serait impensable qu'un monarque catholique puisse s'emparer de la couronne anglaise. Et là, tout le long du XVIIe siècle, l'Angleterre va tenter par toutes sortes de façons de s'approprier l'Écosse. De toutes sortes de façons possibles et imaginables, que ce soit des guerres, que ce soit des démarches politiques et ainsi de suite. Puis ça va marcher en 1707. J'avais presque envie de dire, je ne suis pas écossais, moi, mais par une loi maudite, l'acte d'union. Parce qu'ici au Québec, l'acte d'union, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est non seulement péjoratif, c'est une maudite affaire. Nous autres aussi, on a été annexés. On a été annexés. Donc, on a eu un acte d'union. Et l'expression juridique elle-même, elle vient de l'Écosse. Il l'avait déjà fait avec le pays de Galles 400 ans avant. Ce qu'on appelle la Grande-Bretagne. D'ailleurs, quand vous regardez, moi c'est parce que j'ai plus d'âme dans mon ordinateur, là, mais quand vous regardez le drapeau d'Angleterre, celui sur lequel le dentiste Fabien de Verdun, l'oncle de Mme Jasmin, que l'on voit souvent venir ici, il était de Verdun comme moi, le vieux dentiste Fabien, l'ordre de Jacques Cartier, tout ce que vous voulez, quand on rentrait dans son bureau de dentiste, il y avait un drapeau de l'Angleterre à terre. On ouvrait la porte, il y avait un drapeau de l'Angleterre, puis naturellement, on voulait passer à côté, puis il disait « Non, 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 c'est fait pour ça. Essuyez-vous les pieds. C'est fait pour ça. » Mais aujourd'hui, je ne le ferai plus. Ça veut dire qu'il est déjà fait. Aujourd'hui, je ne le ferai plus parce que dans le drapeau de ce qu'on appelle, nous, le drapeau de l'Angleterre, il y a la croix de Saint-André. Le drapeau de l'Angleterre, j'en ai à la pause, je vous le montrerai, mais imaginez-vous le drapeau de l'Angleterre, il y a une croix de Saint-Georges, puis il y en a comme ça. Ça, c'est la croix de Saint-André. La croix écossaise. Le drapeau de l'Écosse, d'ailleurs, qui est le plus vieux drapeau national du monde encore en usage. Et là, ça donne presque le frisson. Ce drapeau porte les mêmes couleurs que celui du Québec, et en tout respect, le drapeau du Québec porte les mêmes couleurs que le drapeau de l'Écosse, puisqu'ils l'ont eu des siècles et des siècles auparavant. Puis lorsqu'on regarde les définitions héraldiques du drapeau écossais, on jurerait qu'on parle du drapeau du Québec. Je ne sais pas, je me trompe là. Bleu, azur, sur argent. Vous direz au retour de la pause avec précision, argent c'est le blanc. On appelle ça argent, mais c'est du blanc. Puis ils disent azur, croix d'argent sur azur. Donc, si vous regardez le drapeau de l'Écosse, c'est vrai, c'est comme le drapeau du Québec. Changez la croix de Saint-André, faites la croix telle que nous la connaissons ici, puis ajoutez 4 fleurs de lys. Donc, ce sont les mêmes couleurs. Plus vieux drapeau du monde, encore en usage. Plus vieux drapeau d'Europe. Donc, ça montre à quel point c'est un peuple qui a des racines profondes, bien sûr, mais qui est très... Et moi, ce qui m'étonne, je vais donner là-dessus, on va prendre une petite pause. Ce qui m'étonne, et ça, je vous avoue que c'est étonnant. Malgré une assimilation totale au niveau linguistique, qu'une aspiration indépendantiste demeure,
pour nous, là, c'est étonnant. Parce que nous, ici, ceux qui s'assimilent, généralement, on les perd pour le mouvement. Puis ils s'en assimilent au Québec tous les ans, hein, autour de 1000. Ça a l'air de rien, là, mais moi je compte ça. 1000 Québécois francophones qui passent à l'anglais. 1000 par année. Ça, c'est les chiffres officiels des recensements. Des francophones comme nous, mais ça se fait pas du jour au lendemain, l'assimilation. Ça passe toujours par le bilinguisme. C'est pour ça qu'on s'oppose tellement au bilinguisme institutionnel. On ne parle pas de bilinguisme privé, on ne parle pas de bilinguisme des personnes, on parle de bilinguisme institutionnel. Le bilinguisme n'est, pour les peuples, n'est qu'une phase temporaire. C'est un passage d'une langue à une autre. Vous savez, c'est pour ça que j'ai toujours combattu, même la dernière proposition de Mme Marois, mais elle a corrigé le tir. Ce n'est pas elle qui a inventé ça. Je n'ai pas d'hier ici, vous l'avez dit. Je pense toujours à mon oncle que je préfère pas nommer, parce que maintenant on est sur Internet, donc ses descendants peuvent m'entendre. J'avais un de mes oncles, moi, qui, pas compliqué, je me rappellerai toute ma vie au salon mortuaire. Moi, j'ai commencé à 14-15 ans dans le mouvement patriotique, donc j'avais pas les mêmes idées. Mais mon oncle présentait sa fille. On allait au salon mortuaire, il dit, voici une telle. Elle avait une maîtrise en travail social, reculée de 45 ans, elle avait étudié dans des universités, elle avait un très bon emploi, elle était très gentille, mais il ajoutait toujours, elle parle l'anglais sur le bout de ses doigts. Là, c'est pas compliqué, c'est comme si elle venait de l'extraterrestre, c'est comme si elle était milliardaire. Ici, connaître l'anglais, là, c'était... On commence à se dire... Dr. Lorrain lui-même avait dit, la loi 101, ça prendra... Il le dit à moi, mais il ne pas rien qu'à moi, mais je n'oublierai jamais, ça prendra 50, 75, 100 ans avant que nous en mesurions les effets véritables. On ne change pas les esprits en 30 ans. Ça fait des siècles que la langue anglaise nous est présentée. Donc, ce qui m'étonne en Écosse, c'est que malgré cette assimilation linguistique, que le sentiment national demeure aussi fort. Pour nous, là, c'est presque un mystère. Hein? Ça prouve bien que c'est viscéral. Quelle est la langue de l'Écosse? Le scot et le gaélique écossais. Là, Puis ça se parle. 1,8%. On recommence un peu, peut-être, madame pourrait nous en parler, mais... Ouais. Il y avait des projets de loi vis-à-vis des gaéliques qui sont passés après la Révolution, qui a été amendé, mais oui, il y a plus de subventions maintenant de l'État vis-à-vis des écoles en gaélique, et même il y a une université au nord du pays qui enseigne en gaélique aussi. Mais toujours, c'est pas parlé dans... Aujourd'hui, c'est surtout parlé au nord, en gaélique. Et aussi, il y a un office de langue gaélique, je pense plutôt à l'office de langue gaélique. Mais ça a venu à cause des immigrés de l'Irlande. Ça a changé un peu, du gaélique qui se parle en Irlande en ce moment, c'est en France aussi. Est-ce qu'il existe des livres là, sur l'histoire linguistique de l'Écosse? Moi, ça m'intéresse bien gros. Je veux savoir quand est-ce qu'ils sont assimilés. Quel siècle? Est-ce que c'est après l'acte d'union ou ça a commencé avant? Non, ça a commencé avant. Avant? Ouais. Avant. Avant. La population d'Écosse, c'est 5 millions. 5 millions. C'est-tu uniforme? C'est-tu tous des gens qui sont... C'est-tu uniforme? Y a-tu beaucoup d'immigration en Écosse? En ce moment ou avant? En ce moment. La population actuelle d'Écosse, c'est-tu juste des Écossais ou bien il y a des Français? Non, il y a des personnes... Mais c'est plutôt des Écossais, mais il y a des personnes de Finlande, du Pakistan, de Pologne, de la France, beaucoup de pays. Mais surtout de l'Europe à cause de l'Union européenne. Puis il va y avoir aussi du Commonwealth, j'imagine, un peu comme oui, nous. Oui, hein, beaucoup de pays du Commonwealth deviennent indépendants. Voilà. On va prendre une petite pause. Donc, je vous rappelle, ça ici, c'est des... Très bien. Moi, j'ai vu des choses. L'acte d'union, Union Act, qui va se faire en 1707. Durant tout le 17e siècle, à 2-3 reprises de façon systématique, l'Angleterre va tenter d'annexer l'Écosse au royaume anglais de façon politique et définitive.
Ils vont y réussir en 1707. À l'occasion de ce qu'on appelle là-bas le Darien Sheen, le plan Darien. Vers 1695, un M. Patterson décide de mettre sur pied une espèce de compagnie des sans-associés des Indes orientales, compagnie du Nord-Ouest, mais une compagnie écossaise, avec un capital moitié écossais, l'autre moitié anglais et hollandais. Et la Hollande est proche de l'Angleterre. Hein. Vous savez, à un moment donné, ils vont aller chercher Guillaume d'Orange pour le mettre sur le trône d'Angleterre, parce qu'il était protestant, naturellement. Et il y aura toujours des liens entre l'Angleterre et les Pays-Bas, au niveau de la monarchie, tout au moins. Puis à un moment donné, l'Angleterre décide de retirer ses billes, de retirer son argent de cette compagnie-là, qui avait comme objectif de faire du commerce avec ce qu'on appelait l'Afrique et les Indes. 400 000 livres, c'est beaucoup d'argent. Donc les Anglais se retirent de cette compagnie. Là, il reste le fonds écossais, c'est passé. Et là, M. Patterson et ses adjoints vont lancer un appel à l'épargne écossaise. Il va dire aux Écossais, investissez dans cette compagnie-là pour nous assurer le développement et ainsi de suite. C'était avant Adam Smith. D'ailleurs, Smith va arriver un peu plus tard, mais déjà Patterson, lui, était convaincu que le commerce assurerait la richesse de sa nation. Et là, les Écossais vont mettre une fortune. La moitié de toutes les économies écossaises vont être investies dans ce Darien Sheen, qui avait comme objectif un peu comme de la colonisation, si on peut dire. Ils partaient des bateaux entiers pour aller coloniser la Calédonie. Puis les gens, ben, il y aura des épidémies, ça ne marchera pas, puis bon, il y aura beaucoup de morts, des bateaux entiers, la moitié des flottes, des fois 15, 20, 30 bateaux de colons écossais qui partaient pour aller coloniser. Le seul problème que j'ai, c'est qu'aucun des livres que j'ai lus, ils parlent tous de la Calédonie. Mais est-ce que c'est la Nouvelle-Calédonie? Est-ce que c'est la Calédonie qui est en Océanie avec les hybrides? L'histoire ne le dit pas. Je présume que oui, puisque Nouvelle-Calédonie, comme nom d'un État, ça ne peut qu'être cela. Puis Nouvelles Hébrides, c'est aussi des noms de territoires écossais. Donc je présume que c'est la Nouvelle-Calédonie dont on parle. Puis là, ça ne marchera pas. Trop de morts, l'argent va s'effondrer, ça va mettre l'Écosse par terre. Et l'Angleterre va profiter de cet affaiblissement, de cette faiblesse généralisée, pour s'annexer l'Écosse. Et lorsque, n'oubliez pas, il y a un Parlement écossais, là. Depuis le 9e siècle jusqu'en 1707, avec des modes de représentation puis des fonctions qui vont changer, mais déjà en éducation, c'était très développé, les soins, la culture, dans toutes sortes de domaines. Puis l'Angleterre, en 1707, va faire passer une loi au Parlement anglais, et le Parlement écossais, Parlement dans lequel beaucoup de députés étaient absents, ça me rappelle, nous, lorsqu'on a fait entrer la province de Québec dans la Confédération en 1867 et que le vote s'est pris, ça a été 27-24, une affaire comme ça, chez les Canadiens français. Eh bien, ça m'a fait penser immédiatement à cela lorsque j'ai lu pour l'acte d'union. Lorsque c'est voté au Parlement écossais, ça passe, mais il y a beaucoup d'absents, et l'Écosse est unie à l'Angleterre. Leur grand poète, Robert Burns, dira à ce moment-là, ça me fait donc penser à nos affaires d'ici, penser aux commandites, à toutes sortes de choses. L'union s'est faite par des... On a acheté, des députés se sont vendus pour de l'argent anglais. Mais quand on regarde l'histoire d'un peu plus près, on se rend compte que la corruption était très élevée, mais il y avait aussi le problème économique. Là. Il y avait un problème majeur. Et à ce moment-là, le Parlement d'Écosse, en 1707, va disparaître. Et il y aura des députés écossais, mais ils seront présents au Parlement de Westminster, en Angleterre, comme les Irlandais, vous savez.
Les Irlandais, rappelez-vous-en, le Sinn Féin, là, lorsqu'ils sont élus, à un moment donné, en 1916, 1917, lorsqu'ils sont élus au Parlement de Westminster, comme nos membres du Bloc québécois, au lieu de se rendre à Londres, s'en vont à Dublin, déclarent l'indépendance. Nous sommes les élus du peuple. Les Écossais n'ont pas agi tout à fait de la même façon. Il y aura des tentatives, là, des soulèvements, des gens vont s'opposer. La population d'Écosse, le peuple écossais, était opposé à cette union-là. Ce sont les politiques qui étaient... Ici, c'était pareil, en 1867. Le peuple, d'abord, n'a jamais été consulté, mais lorsqu'on lit les journaux de l'époque, le sénateur Hébert, qui vient de mourir, l'ami de Trudeau, là, a écrit un livre qui s'appelle « Ah, mes aïeux » aux éditions de l'Homme. Vous pouvez trouver ça dans les bazars de livres. Achetez-le parce qu'il y a là-dedans des articles de tous les journaux de 1860 jusqu'à 1870, disons, sur le débat de la Confédération, si on peut dire. Puis on se rend compte que la population du Québec ne voulait rien savoir de ça, la Confédération. Ils n'étaient pas massivement contre, mais ils étaient très indifférents. Alors qu'en Écosse, le peuple écossais était contre cela. Parce qu'ils ont souffert, les Anglais, les Écossais, ils ont goûté. Puis après l'acte d'union, bien sûr, ils ne prendront pas de chance. Ils vont faire des routes en Écosse. Ils vont faire des tracés de routes un peu partout. Pas pour aider au développement de l'Écosse, pour permettre le déplacement des troupes anglaises. C'est ce que disent les historiens, tout au moins. Donc l'Angleterre avait un plan machiavélique pour s'emparer de l'Écosse. Et ils ont réussi. Ça prendra bien du temps. Il faudra attendre au 20e siècle. Vous savez, hein? Nous sommes parmi les plus impatients des indépendantistes, j'imagine, ceux qui sont ici. Regardez l'Écosse. 1707 jusqu'à 2010, je leur souhaite de tout cœur, 3 siècles. Là, ça fait 140 ans, si on regarde comme il faut, 250 ans depuis 1760. On a eu aussi une histoire parlementaire. Dès 1792, il y a un parlement ici. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde en 1792. Il y a un parlement ici. On aura de 1792 à 1840. À 1840, c'est l'Union du Haut et du Bas-Canada pour nous noyer. Le français sera interdit au Parlement jusqu'en 1848, ici. Là-bas, l'assimilation était déjà commencée, mais elle va se confirmer. L'assimilation sera consacrée. On ne parlait ni gaélique ni scots au Parlement de Westminster. Tout se passait en anglais. C'est l'anglicisation des institutions, du pouvoir. Tout est fait pour enlever le sentiment national des Écossais. Mais ça ne marchera pas. Mais les efforts vont être là quand même. Et ils sont à côté. Nous autres, on avait... Londres était loin, nous. C'était un avantage qu'on avait. Mais ils nous ont rapproché Londres puis ils l'ont appelé Ottawa. Avec le temps, avec les siècles. Mais on voit que c'est la même culture politique. Ce qu'Henri Bourassa appellera à la fin du 19e siècle l'impérialisme britannique. L'Écosse a subi l'impérialisme britannique avant la lettre. Avant qu'on nomme le mot impérialisme comme étant une philosophie politique qui aspire à une certaine hégémonie. C'est ça de l'impérialisme. Nous, on l'a beaucoup vécu ici. On entrait en guerre automatiquement. Vous savez, c'est... Et au 20e siècle, les Écossais, pour un ensemble de raisons, le sentiment national va se cristalliser. Des partis autonomistes, indépendantistes vont apparaître, puis celui qu'on connaît le plus, aujourd'hui, qui est au pouvoir, à la tête d'un gouvernement minoritaire, le Scottish National Party, est le fruit d'une fusion de 2 partis, qui s'appelait le parti écossais, et l'autre, j'ai oublié le nom. Le National Party of Scotland, puis le Scottish Party.
Donc, fusion de ces partis. Un parti de gauche, un parti de droite, comme pour le Parti québécois avec le NSA, puis le RN. C'est ça. Vont s'unir en 1934, vont faire élire un premier député en 1945, vont continuer le combat, vont continuer la lutte. En 1997, en 1996, il va y avoir un fameux référendum demandant aux Écossais, voulez-vous avoir de nouveau votre Parlement? Ils vont répondre oui à 75%. C'est admirable. Ils vont répondre oui à 75%. C'est pas l'indépendance, là. C'est le Parlement. Je vais peser mes mots, mais l'étapisme n'est pas toujours une mauvaise chose en politique. Ça dépend du sens, ça dépend de l'orientation qu'on lui donne, et ça dépend de la raison pour laquelle l'étapisme s'établit. On a demandé, voulez-vous un Parlement? 75% dit oui. En 1997, il y a des élections. 98, pardon, 99, il y a des élections. Le Scottish National Party recueille un siège de plus que le Parti travailliste, devient le gouvernement. Ce gouvernement s'engage à tenir un référendum sur l'indépendance en 2010. 2010, c'est demain, ça. On y pense, là. 3 siècles. On va suivre ça. Quel est l'état de l'opinion? Il y a des... et c'est intéressant, parce qu'en Écosse aussi, les indépendantistes ne partagent pas la même vision politique. D'autres, on a raison d'ailleurs, on se scandalise de cette absence d'union. Moi, j'intitule plusieurs de mes conférences, je vais encore en parler à Sorel le 19 mai. Il faut trouver le moyen d'additionner les votes souverainistes plutôt que les diviser. Il faut trouver le moyen de faire ça. Ça prendra des sacrifices d'imagination, de la créativité et beaucoup d'eau pour mettre dans le vin de tout le monde. Quand on décide de faire de la politique, on accepte a priori que toutes nos idées ne seront pas réalisées. Sinon, on reste chez soi. Quand on décide de faire de la politique, c'est-à-dire de s'unir à d'autres en vue d'un objectif commun, il faut accepter. Il y en a qui vont dire, moi, je voudrais avoir telle chose, moi, je voudrais avoir un Québec unilingue français, la fermeture de toutes les écoles anglaises. Il y en a qui veulent ça. Il y en a d'autres qui disent, non, 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 il faut respecter les droits acquis, puis ainsi de suite. Donc, je ne connais pas, cependant, parce que la façon de voter en Écosse, parce que c'est une des questions que je me posais, surveillez-vous les Écossais, parce que l'on va vous voler le référendum comme ils ont volé le nôtre. Est-ce qu'il y a une carte d'électeur en Écosse? Pour voter, avez-vous une carte d'électeur? Oui. On n'a pas, nous. Ici, on nous dit que c'est contre les droits de l'homme. Mais ça, c'est seulement une carte temporaire pour chaque élection. C'est pas permanent. Ah, on en émet une à chaque élection. C'est pas un carnet d'électeurs comme en France. Les C'est une adversaires carte. viennent se faire inscrire 3 mois avant les élections. Voilà. C'est ce qui va Parce qu'ici, en 1995, lors de notre référendum, où on a perdu par 52 000 votes, c'est-à-dire un déplacement de 26 000 votes aurait changé de résultat, il y a eu 200 000 inscriptions irrégulières, 5% du vote. Ceux qui n'avaient pas de carte solaire. C'est sûr qu'il n'y avait pas... Le directeur général des élections du Québec a fait une enquête en 1997 sur la liste électorale de 95 ayant servi au référendum. Et sur cette liste, il y avait 200 000 électeurs qui ont voté, mais qui n'existaient pas pour Revenu Québec, pour la Régie de l'assurance maladie et pour l'assurance automobile. 200 000. checker vos plaques. En plus de ça, Ottawa a accéléré la citoyenneté, la distribution, la reconnaissance de citoyenneté. Et ils ont laissé passer un terroriste d'Al-Qaïda. Oui, au moins. Et des témoignages, c'est pas nous, là, c'est pas des membres du Parti québécois qui disent ça, des témoignages d'immigrants français qui ont été reçus citoyens canadiens, de longues entrevues dans le Devoir. La loi canadienne dit que pour obtenir la citoyenneté canadienne, il faut, en plus de répondre à la question de quelle couleur était le cheval blanc de Napoléon,
Il y avait une question. On demande aussi, pour obtenir la citoyenneté canadienne, de connaître l'une ou l'autre des deux langues officielles. En 1994, quand Jacques Parizeau prend le pouvoir. C'est sur ce point que je suis un peu d'accord avec Mme Marois, même si j'ai la réputation d'être un radical, et que cette réputation est sans doute bien fondée. Radical veut dire racine. Moi, quand M. Parizeau prend le pouvoir, il avait annoncé qu'il y aura un référendum dans la première année du mandat. D'ailleurs, il voulait le faire au mois de mai. Il va attendre au mois d'octobre. Mais quand le Parti québécois est élu en 1994, Ottawa, tout de suite, a parti la machine d'attribution de citoyenneté canadienne en mettant des drapeaux, des photos de la reine, puis de dire, nous vous confions le mandat de sauver le pays, donc d'aller voter non. Donc il y en a eu 45 000 comme ça, comptez, 200 000 tout à l'heure, 45 000 attributions de citoyenneté questionnables. Et on a fait inscrire, je ne sais pas si c'est vrai en Écosse, surveillez-vous, 20 000 Québécois anglophones à 95% qui avaient quitté le Québec et qui restaient British Columbia avec ces places-là, fait exprès, là, les provinces anglaises. Le gouvernement canadien a fait paraître des annonces dans tous les quotidiens du Canada anglais, les magazines et les postes de radio, payé par le budget du Conseil pour l'unité canadienne, c'est tout prouvé ce que je dis là. Et le responsable de ce comité était M. j'oublie toujours son nom, Lawrence Bergman, député de Darcy McGee. C'était le responsable de cette opération. Ils sont allés en chercher 20 000 comme ça, puis on faisait paraître une annonce, puis c'était inscrit, si vous avez déjà habité au Québec, vous avez le droit de voter au référendum, appelez une ligne 1-800 et nous vous aiderons à vous inscrire sur la liste. Le directeur général des élections du Québec a condamné cette opération, est allé en cours devant les tribunaux pour faire enlever ces 20 000 noms-là, et les juges, tous nommés par Ottawa, je ne sais pas si les juges chez vous sont nommés par Londres, les juges dans les cours, les tribunaux, choisis par Londres, ici aussi. Donc, ils sont nommés, les juges nommés par Ottawa ont dit au directeur général des élections, la reine est au-dessus des lois et le gouvernement canadien n'est pas soumis aux lois québécoises. Il y avait une loi des référendums que mon ami Robert Burns, notre Robert Burns, qui est un grand ministre du Parti québécois, qui a voté la loi sur le financement des partis et la loi sur les référendums, il a fait le tour du monde pour voir toutes les façons que les référendums se faisaient dans le monde. Eh bien, on a une loi des référendums, je ne sais pas si vous en avez une en Écosse, une loi des référendums qui dit il y a un comité du oui, il y a un comité du non, et les deux comités ont le droit de dépenser 50 sous par électeur. Le comité du non a dépensé 20 $ par électeur. Le comité du oui, 50 sous par électeur. Donc, tout ça pour vous dire que je comprends Mme Marois de ne pas dire quand elle fera son référendum. Je comprends ça. J'ai reproché à René Lévesque toute ma vie. M. Lévesque s'est fait élire en 1976. Nous ferons un référendum dans 4 ans, 3 semaines, 2 jours, 8 heures, puis nous dépenserons tant. Ottawa avait tout ça à date. Donc, Ottawa, ils se sont préparés à cela, M. Lévesque respectant toujours sa parole. Donc, Ottawa s'est préparé. Donc, ce référendum de 2010 en Écosse, je vous invite à la plus grande prudence et à venir voir ce qui s'est passé ici. Je ne sais pas si Londres a les mêmes ambitions, je cherche le mot, hégémoniques sur l'Écosse que le Canada anglais peut l'avoir face à lui. Ça, je ne connais pas. Est-ce que l'opinion anglaise s'oppose maladivement à l'indépendance de l'Écosse? Il y a un mouvement maintenant pour que l'Angleterre puisse avoir un parlement fédéral, pour aussi des compétences comme les compétences qui sont au Pays de Galles et en Écosse aussi. Donc j'imagine qu'il y a un certain nationalisme qui se réveille en Angleterre, mais je ne sais pas encore s'ils vont vouloir que l'Écosse retienne dans l'Union ou pas.
vous avez un avantage aussi sur nous, même actuellement. Lorsqu'il y a eu cette nouvelle loi reconnaissant le Parlement écossais et ainsi de suite, c'est pas une constitution là, au sens où on l'entend ici. Cependant, ici, vous savez, on a les provinces, dont le Québec s'occupe de la santé, de l'éducation, et j'en oublie, là, des domaines de compétences. En Angleterre, c'est pareil. Londres s'occupe de, non pas de la monnaie, parce qu'il y a une monnaie écossaise, des banques peuvent émettre de la monnaie, elle n'a pas cours légal, mais elle est acceptée sur le plan commercial, et Londres s'occupe de la politique extérieure. Ça ne veut pas dire que les Écossais sont d'accord avec la politique de Blair, là, de suivre George Bush partout. Ça ne veut pas dire que les Écossais étaient d'accord avec ça. Donc, la politique extérieure, l'armée et certains domaines sont réservés à Londres, d'autres au Parlement écossais. Et c'est la phrase suivante qui est importante pour nous. Tout ce qui n'est pas prévu tombe de compétences écossaises. Ici, tout ce qui n'est pas prévu tombe de compétences canadiennes. C'est pour ça qu'on se bat pour les communications, c'est pour ça qu'on se bat pour l'immigration, c'est pour ça qu'on paye pour deux polices. Quand j'entends nos gens, même si j'étais Mario Dumont, moi, la première chose que je réclamerais d'Ottawa, c'est un chèque d'1 milliard par année pour la police montée. On a notre police provinciale, nous. Même on pourrait avoir l'Ontario dans ce combat-là. On paye pour une police fédérale dont nous ne nous servons pas. En tout cas, on s'en sert 10% à comparer aux autres provinces, si on peut dire, sauf l'Ontario, qui a aussi une police provinciale. Mais dans l'entente entre l'Écosse et l'Angleterre, tout ce qui n'est pas prévu dans la Constitution est du domaine écossais. Nous, si on avait ça, on serait plus fort maintenant. L'immigration, les communications, ça ne nous appartient pas. Oui? Simplement juste au niveau du hockey. J'en ai un parti, il y avait même confortable, eux autres, il y avait des agents. C'est eux autres qui ont pris faux. Oui. Ils essayent de pouvoir prouver. Le Scottish National Party, le Parti national écossais, a une aile jeunesse, présente dans les universités, présente dans le milieu étudiant. Ils peuvent même compter sur l'appui d'un journal, The Independent. Il me manque un mot là, il y a deux mots là. Il y a un journal qu'on dit favorable aux indépendantistes écossais. Vous avez un quotidien là-bas? Ou un journal? Le Scott Independent, je pense? Non, c'est The Scottish Independent. Ah. Mais c'est pas répandu, en fait. OK. C'est encore mieux, même s'il est très peu répandu, nous on n'a rien. On a des petits journaux comme le Québécois qui font un travail extraordinaire, la presse québécoise également, mais ce sont des journaux quasiment underground là, dans une certaine mesure. On a eu un quotidien qui s'appelait Le Jour, mais on allait dans des conseils nationaux du Parti québécois et nos ministres, j'étais secrétaire de 3-4, nos ministres arrivaient d'un conseil national avec le Devoir en dessous du bras, alors qu'on se fendait en 8 pour envoyer des 20$ au jour, vous en souviendrez. Jacques Parizeau a même, très peu de gens savent ça, hypothéqué personnellement sa maison pour sauver le journal Le Jour. Tu sais, donc nous n'avons pas de grands journaux qui nous appartiennent. Donc, en terminant, on ne peut pas tout voir naturellement, je considère que l'histoire du mouvement indépendantiste en Irlande, l'Irlande, vous savez, il reste encore un bout à faire. L'histoire du peuple écossais, du sentiment national, des peuples à l'intérieur du Commonwealth, comme nous, bien, je trouve que c'est un grand encouragement pour le Québec et nous ne pouvons que souhaiter qu'un resserrement des liens avec l'Écosse. Il faudrait une délégation du Québec en Écosse. Délégation permanente. Non, il y en a à Londres, mais il n'y en a pas en Écosse. Ça prendrait une délégation permanente là-bas. Des échanges entre les députés. Une association. D'ailleurs, je suis sûr qu'ils doivent se rencontrer un peu dans l'association des parlementaires du Commonwealth. Là, les Québécois y sont, et les Écossais y sont, et les Irlandais également. Mais je considère qu'il devrait y avoir une espèce, peut-être pas de parlement, il faudrait trouver le bon mot, mais une espèce d'association des peuples du Commonwealth qui veulent leur indépendance. Parce qu'il y aurait sûrement des... Parce que les Anglais, vous savez, c'est le fait accompli.
Regardez ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas parlé du roi Charles Ier en 1649, à qui les Anglais vont couper la tête. Les Écossais ne voulaient pas. Les Anglais voulaient, vous savez, c'est pas d'aujourd'hui. Mais donc, faudrait resserrer ces liens-là pour faire en sorte que nos deux causes avancent et que ces deux magnifiques drapeaux, azur et argent, flottent à l'ONU le plus rapidement possible. La semaine prochaine, la Corse.